Ces dernières semaines, j'ai visité 6 pays d'Europe sans bouger de chez moi, grâce à mon défi de lire un livre par pays d'Europe. Et donc aujourd'hui, je vous présente ces 6 livres pour ces 6 pays. Le premier pays que j'ai visité, c'est le Portugal, avec un livre qui s'appelle Misericordia, et qui a été écrit par Lydia Jorge. Je suis certaine que je prononce faux son nom, je suis navrée. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé parce qu'il nous donne le point de vue d'une personne âgée, une vieille dame, qui vit actuellement en EMS, et que c'est plutôt rare, autant dans la littérature qu'au cinéma, d'avoir le point de vue d'une personne âgée, ou même de suivre la vie ou les événements de la vie d'une personne âgée. Si vous vous êtes déjà demandé ce qui se passe entre les murs d'une maison de retraite, et plus précisément dans la tête d'une vieille dame qui vit les dernières années de sa vie en maison de retraite, eh bien ce livre est pour vous. On pourrait s'attendre à ce qu'il ne se passe pas grand-chose dans la vie d'une vieille dame, surtout dans une maison de retraite, et pourtant il se passe en fait beaucoup de choses. La vieille dame et ses compagnons de maison de retraite reçoivent des visites qui sont parfois amicales, parfois menaçantes, comme des fourmis qui viennent les envahir, ou une maladie mortelle telle que le Covid. Au sein de cette maison de retraite, on vit aussi des drames romantiques ou politiques, soit entre les résidents de la maison de retraite, soit en lien avec le personnel médico-social qui est menacé dans son statut. Et bien sûr, il y a toujours le spectre de la mort qui plane au-dessus des résidents de cette maison de retraite et au-dessus de la narratrice, qui prend ça comme un combat à mener jour après jour et qui décrit aussi son existence avec beaucoup d'humour et beaucoup de verve. C'est pas du tout gnangnan, hein, c'est pas une narratrice, la bonne petite grand-mère gentille et douce, c'est plutôt la grand-mère un peu combative qui aime qu'on fasse les choses comme elle le souhaite et qui n'hésite pas à critiquer, se plaindre et à demander ce qu'elle veut. C'est un roman qui m'a beaucoup parlé, beaucoup touchée, d'autant plus que ma grand-mère est aussi en maison de retraite. Alors elle a pas la niaque de cette vieille dame qui est notre narratrice, mais c'est un roman qui m'a fourni un point de vue de l'intérieur d'une maison de retraite et de la vie d'une personne âgée et des enjeux qui touchent son existence. C'est donc un roman qui m'a fait réfléchir et que je vous invite vraiment à découvrir. J'ai oublié de préciser que ce livre, donc Misericordia de Lydia Jorge, a été traduit par Elisabeth Montero Rodriguez et publié aux éditions Métayer en 2023. Après le Portugal, je suis partie au Danemark avec Le pays des phrases courtes de Stine Pilgaard. Ce roman a été traduit par Catherine Renaud et publié en français aux éditions Le Bruit du Monde en 2022. Pourquoi le pays des phrases courtes ? Parce que la narratrice, qui est donc danoise et qui vit au Danemark avec son mari et leur enfant, regrette que dans la région où ils viennent d'emménager, les gens semblent ne pas communiquer plus que par phrases courtes. Ce n'est pas la seule critique que cette narratrice adresse à la région dans laquelle elle se trouve et à ses compatriotes en général, puisque cette narratrice a un regard vraiment incisif sur la société dans laquelle elle vit, sur la société occidentale en général et sur la parentalité. En effet, donc son mari et elle viennent d'avoir un enfant et son mari a obtenu un poste d'enseignant dans une école alternative. Et notre narratrice n'est pas complètement convaincue par les délires New Age de cette école, ni par l'attitude un peu trop gentillette des personnes autour d'elle. Heureusement, elle peut laisser parler son cœur lorsqu'elle devient correspondante pour un journal dans lequel elle doit répondre aux courriers des lecteurs. Et elle le fait sans mâcher ses mots, directe et franche, avec un humour vraiment cinglant. C'est un roman qui m'a fait rire, qui m'a plu, en particulier parce que j'ai un petit enfant, et que les pics que la narratrice envoie au monde qui entoure la parentalité m'ont semblé toucher vraiment juste. Après le Danemark, j'ai traversé les eaux pour me rendre en Irlande, pays pour lequel j'ai lu Normal People de Sally Rooney. Vous connaissez peut-être Sally Rooney, qui est assez célèbre, et dont le roman Normal People a été adapté en série pour la BBC. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre du book club dont je fais partie, et je peux vous dire que ce livre n'a pas fait l'unanimité, pourtant je trouve qu'il a des qualités à souligner. Et c'est le livre préféré d'un de mes amis écrivains. Je me réjouis de lui demander pourquoi c'est un de ses livres préférés, pour savoir si ça a un rapport avec ce que moi je relève. Donc ce que j'ai trouvé très réussi dans ce livre, c'est qu'en fait, il ne se passe pas grand chose, et pourtant, l'autrice nous tient vraiment du début à la fin, simplement en décrivant la relation entre un jeune homme et une jeune femme, et les hauts et les bas qu'ils rencontrent, qu'ils traversent, et le plus important finalement, c'est la psychologie de ces personnages. Elle décrit leur attachement, leurs incertitudes, leurs incompréhensions,
leurs blessures, leurs peurs, mais aussi leur intimité profonde et leurs espoirs. Et finalement, toute l'intrigue, si on veut, du livre repose sur la psychologie de ces personnages et sur la réalité complexe d'une relation amoureuse. C'est un roman qu'en tant qu'autrice, j'ai trouvé assez impressionnant, dans le sens que j'ai de la peine à construire un livre qui se base uniquement sur les sentiments et la psychologie des personnages. J'ai toujours l'impression qu'il y a besoin qu'il y ait de l'action, qu'il se passe des choses, une intrigue un peu plus fournie, si on veut. Mais Sally Rooney arrive tout à fait à nous faire tourner les pages, à nous garder avec elle, avec un roman finalement basé uniquement sur une relation entre humains. Ce que je n'ai pas encore dit, c'est que Normal People a été traduit par Stéphane Roch et publié aux éditions Point en 2022. Pour mes 3 derniers voyages, je suis partie en direction de l'Est de l'Europe et mon premier arrêt a été la Géorgie avec Merle Merle Mur de Tamta Melashvili. Je suis encore navrée pour ma prononciation des noms des auteurs et autrices. Merle Merle Mur a été traduit du géorgien par 2 traducteurs et traductrices qui sont Alexander Bainbridge et Katuna Kapanadze. Ce roman a été publié en français aux éditions Tropisme en 2023. Et ce roman a également été adapté en film qui s'intitule Blackbird Blackberry. Dans ce roman, nous sommes donc en Géorgie avec Eteri, une femme de 48 ans qui est célibataire, qui est vierge, qui n'a jamais eu de petits copains, de petite amie ou de mari, et qui est très heureuse ainsi. Un matin, elle part chercher des mûres pour se faire de la confiture de mûres pour l'hiver, et elle manque de tomber dans le fleuve à cause de la vue d'un merle qui l'a déconcentrée. Comme elle échappe de justesse à la mort, tout à coup, une nouvelle soif de vivre la pousse à coucher avec le livreur de son magasin. Pour elle, c'est un moment de plaisir, mais aussi un bouleversement qui lui fait se poser beaucoup de questions sur la condition des femmes dans son pays, en particulier des femmes célibataires dans une société qui valorise pour les femmes le mariage et la maternité à n'importe quel prix. Ce roman est écrit sous la forme d'un monologue intérieur au langage familier qui nous permet d'être au plus proche des pensées et des observations de Eteri, cette femme qui est en marge de la société dans laquelle elle vit. J'ai eu l'impression que ce roman m'a vraiment permis d'en savoir plus sur la Géorgie, son fonctionnement et puis son environnement, avec cet aperçu vraiment de l'intérieur de cette femme, donc Eteri. J'ai voulu voir le film pour me rendre compte de comment ce livre a été adapté, parce que je trouvais que ça avait l'air vraiment compliqué en fait d'adapter un monologue intérieur, et la fin du livre m'a laissé un petit peu perplexe, et je me demandais si le film l'a transposé de manière identique. Mais j'avoue que le film ne m'a pas vraiment emballée et je ne suis pas allée plus loin que la moitié. Donc si je le finis, je vous ferai un petit retour. Toujours à l'est, mais cette fois plus au nord, je me suis rendue en Russie avec le roman qui s'intitule Les jours de Savélie de Grigory Slujitel. Ce roman a été traduit par Maude Mabillard et publié aux éditions des Sirtes en 2022 pour la version française. Ce roman m'a permis de rencontrer le narrateur le plus singulier parmi les livres que j'ai lus cette année. Il s'agit de Savélie, qui est un chat. De sa position de chat, nous avons une vue privilégiée sur Moscou, dont il parcourt les allées, les ruelles, les boulevards, les quartiers chics comme les quartiers plus défavorisés. Avec Savélie, nous rencontrons toutes les personnes qu'un chat peut croiser au cours de sa vie, et ce sans distinction de la classe sociale, du niveau financier ou culturel, en passant par des réfugiés cachés, une milliardaire désœuvrée, un moine qui consacre ses quelques sous au chat autour de lui, un célibataire et sa grand-mère, des militants, et finalement un peu toutes les couches de la société que l'on peut rencontrer à Moscou. C'est donc à la fois un roman sur la vie d'un chat et sur la vie d'une ville que j'ai trouvé très intéressant, quoique parfois à la langue un peu lourde. Je vous donne un exemple, une phrase tirée de la page 73. Il suffisait que je m'allongeasse sur la coudoir du fauteuil, que je réfléchisse à quelque chose sous l'armoire, ou que je me fatiguasse tout simplement de jouer pour que le sommeil étendît son arabesque de corail sur mon cerveau. Alors c'est beau, mais c'est assez lourd. Donc si vous avez envie d'avoir un aperçu de Moscou d'un angle un peu particulier, c'est-à-dire le point de vue d'un félin, je vous recommande Les jours de Savélie. Si vous avez seulement envie de lire un livre dont le narrateur est un chat, je vous recommande plutôt le livre Félidé de Akif Pirinci, je suis désolée, qui est un roman policier dont le détective est un chat et que j'ai beaucoup aimé. Enfin, je me suis rendue en Albanie avec Enfin libre de Léa Hippie. Ce livre a été traduit de l'anglais par 2 personnes, Emmanuel Aronson et Philippe Aronson, et a été publié aux éditions du Seuil en 2022.
Vous voyez déjà que j'ai fait une petite entorse à mes règles pour ce livre puisqu'il a été traduit de l'anglais et non pas de l'albanais, mais Léa Ippi est effectivement née en Albanie et elle a vécu jusqu'à son adolescence en Albanie. La deuxième entorse que j'ai faite et que vous ne pouvez pas encore deviner, c'est que Enfin libre n'est pas un roman mais un récit autobiographique. Je me suis autorisé ces petits écarts parce qu'à vrai dire, je crois que mes règles étaient un peu trop strictes. C'est un récit que j'ai vraiment beaucoup apprécié et que je vous recommande chaudement. On suit l'enfance et l'adolescence de Léa, donc Léa Ippi, qui grandit dans l'un des régimes communistes les plus fermés de l'ex-Union soviétique, c'est-à-dire l'Albanie. À l'école, on lui apprend les dangers de l'impérialisme et du capitalisme et la grandeur du président Enver Hoxha. Là encore, je suis presque sûre de prononcer faux. Léa rêve de devenir une pionnière idéale et de participer à l'effort de sa nation pour atteindre un communisme idéal. Mais en 1985, Enver Hoxha décède et tout s'écroule. Non seulement tout s'écroule parce que le régime s'écroule et que tout ce en quoi croit Léa est en train de s'effondrer, mais aussi parce que ses parents lui révèlent qu'ils ont toujours été contre le régime communiste, mais qu'ils ne pouvaient pas lui en parler de peur qu'elle les trahisse sans le vouloir, et qu'il se fasse exécuter ou punir d'une manière ou d'une autre. Donc Léa se retrouve finalement jeune adolescente à découvrir que ses proches lui ont menti toute sa vie, et que tout ce en quoi elle croyait non seulement s'écroule, mais en plus n'était pas une bonne chose du point de vue de sa famille. On peut dire que tout ce en quoi elle croit, ainsi que tout ce en qui elle croit, s'effondre. C'est un récit intense, émouvant, prenant, qui nous apprend énormément de choses sur l'histoire de l'Albanie et du bloc soviétique, et aussi sur ce que c'est que de vivre un tel passage d'un régime totalitaire à un autre système politique. Aujourd'hui, Léa Ippi enseigne la théorie politique et plus spécifiquement le marxisme à la London School of Economics, et je trouve que ça se sent dans sa manière d'écrire, c'est-à-dire qu'elle nous propose un récit certes émouvant, mais aussi précis, et qui nous pose des questions importantes sur le régime politique dans lequel on vit, dans lequel on pourrait vivre, et sur la liberté en général. D'ailleurs, à la fin du livre, Léa Ippi explique qu'elle aurait voulu, à la base, écrire un texte théorique, donc un essai, sur l'histoire de l'Albanie et le passage d'un régime politique à un autre, mais qu'elle s'est rendue compte que tout ce qu'elle voulait raconter avait toujours un visage humain pour elle, c'est-à-dire le visage de ses proches, de ses connaissances, et qu'elle a fini en fait par raconter cette histoire, donc cette histoire avec un grand H, à travers son histoire personnelle et l'histoire des personnes qui l'entourent, qui l'ont entourée. Voilà, c'était mes dernières lectures dans le cadre de mon défi de lire tous les pays d'Europe. Je ne suis pas encore à la moitié, j'espère y arriver bientôt. Il me reste encore 30 pays à visiter, donc il faut vraiment que je m'active. J'avoue que mai était un peu lent pour moi dans mes lectures, mais j'ai bien bon espoir que l'été me permette de lire beaucoup plus de romans et de récits. Je vous retrouve donc dans une prochaine vidéo, à bientôt.